Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. La peur, c'est de loin l'émotion dominante chez l'être humain, sans doute d'ailleurs également chez de nombreux animaux. D'ailleurs, la peur, elle nous a été bien utile et elle l'est encore quand elle sert à nous protéger d'un danger. Malheureusement, de nombreuses peurs sont infondées, elles sont même parfois totalement inconscientes et provoquent des croyances, beaucoup de croyances qui nous empêchent d'être heureux. Donc, on va essayer de décoder toutes ces peurs en compagnie de Ariane Calvo qui va bien sûr les décoder et également voir d'où elles proviennent. Et vous imaginez bien que très souvent ça provient de blessures d'enfance. On va voir aussi à quel point elles sont nocives en amour parce que par peur de souffrir, on s'empêche d'aimer. Dans le domaine sexuel, il y a également bien des peurs qui bloquent notre capacité à nous abandonner dans les bras de notre partenaire et sans abandon, pas simple d'obtenir un vrai plaisir. Bref, on va essayer tous ensemble de dépasser nos nombreuses peurs, notamment si vous avez envie de parler de peurs différentes, comme par exemple l'éco-anxiété, on peut également en parler si vous voulez, puisque c'est un sujet de société de plus en plus prégnant. Notre numéro, vous le connaissez, 0826 300 300. Bonjour Ariane Calvo. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous, vous êtes psychologue et vous avez écrit notamment L'autonomie émotionnelle, un livre magnifique aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous parlez des peurs, des blessures d'enfance, etc. Alors, moi, je me suis un petit peu penchée sur les croyances, justement, en préparant l'émission, oui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des croyances qui peuvent nous faire du bien, qui sont des croyances, mais qui nous font du bien. Et après tout, celles-là, pourquoi les abandonner ? Tout à fait. Mais il y a beaucoup de croyances qui reposent en effet sur des peurs, qui sont là pour nous protéger, mais qui finalement sont toxiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, complètement. Très souvent, la croyance, elle naît d'un trauma, d'un moment où on a eu très peur, et on crée cette sorte de mécanisme de défense pour expliquer ce qui nous est arrivé et se protéger du fait que ça nous arrive encore. Donc ça repose souvent sur pas grand-chose, des hypothèses, des conclusions, des interprétations, mais on y adhère de plus en plus fort au fur et à mesure que cette peur se confirme dans nos vies. Et comme tout ce qu'on craint en général arrive, puisqu'on fait tout inconsciemment pour que ça arrive. Je parle notamment de quand on a peur d'être quitté, comme par hasard, on finit par être quitté, mais si on analyse bien avec lucidité, ce qui est souvent très difficile, mais c'est généralement quelqu'un d'autre qui va nous le faire remarquer. On aura mis en place un comportement qui fait qu'on nous quitte. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la question de l'effet de surprise. Les chercheurs en psychologie qui s'intéressent au trauma, ils se sont rendus compte que l'effet de surprise rend l'impact traumatique 7,2 fois en moyenne plus puissant que le trauma lui-même quand on a pu s'y préparer, même quelques secondes. Donc en fait, notre cerveau, quand il cherche à avoir le contrôle sur l'épreuve qui va nous advenir, il essaye de gommer l'effet de surprise pour pas avoir cet impact très 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 puissant. Et donc en fait, on fait le scénario à l'avance. Et si on a très très peur de quelque chose, on préfère que ça nous arrive, mais avoir le contrôle sur quand est-ce que ça nous arrive et comment ça nous arrive, plutôt que de se dire mais peut-être que ça n'arrivera pas et je prends ce risque-là. Alors, les peurs, elles sont multiples. Alors, encore une fois, il y a des peurs justifiées. Si on a un tigre qui rentre dans le studio, je crois qu'on va partir. Oui. On continuera pas l'émission. Non, on fera pas les courageuses. J'ai plutôt tendance à croire qu'il va pas rentrer dans le studio, le tigre, donc tout va bien. Donc on n'a pas peur, ça va. Mais les peurs, il y a des tas de peurs qui sont totalement injustifiées, ou en tout cas qui sont la peur que quelque chose arrive, par exemple que Poutine envoie une bombe atomique pendant l'émission. Bon, c'est possible, mais c'est raisonnablement très peu probable. Et comme de toute façon on n'y peut rien, pourquoi se mettre à avoir peur de ça ? Tout à fait. En fait, notre cerveau, il est tellement fort câblé pour notre survie, il nous aide à survivre depuis Homo sapiens, que il y a tout un tas de peurs rationnelles et raisonnables, disons, qui nous permettent de nous sentir en sécurité la majorité du temps. Et puis il y a tout un tas de choses qui nous mettent en alerte sans vraiment de raison fondée. Et c'est sur ces peurs-là qu'on peut travailler pour revenir au présent. Tous les gens qui font beaucoup de méditation de pleine conscience, par exemple, ils savent qu'une des clés de la méditation et ce qui aide, c'est de revenir au réel. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Réellement, on est dans un studio, il n'y a ni bombe, ni tigre. On est en train de partager des choses, on va découvrir, rencontrer plein de gens qui vont nous apporter des choses hyper intéressantes dans leur histoire et il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur.
Alors la peur en amour, c'est souvent évidemment la peur d'être abandonné, de souffrir. Oui. C'est généralement ça, oui. Que ce soit la peur du rejet ou la peur de l'abandon, dans les deux cas, on a très très peur de souffrir. Et aussi, comme vous le mentionniez tout à l'heure avant l'émission, la peur du vide. Elle nous échappe souvent, celle-là, parce que c'est très terrorisant. Et justement, quand les choses nous font très peur, on a du mal à aller la voir. Peut-être expliquer, parce que nous, on comprend ce qu'on se dit quand on parle de la peur du vide, mais peut-être l'expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est parce que c'est une notion quand même assez psychologique. Oui. Mais cette peur du vide, c'est elle qui s'active quand on crée des liens, quitte à supporter des liens toxiques, des liens qui nous font mal, ou des liens qui supposent des sacrifices très élevés de notre part, pourvu qu'on ne se retrouve pas dans une solitude qui nous semble indépassable, quoi, et insupportable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont jamais été seuls, ou en tout cas, cette idée d'être, par exemple, de n'avoir personne à appeler pour annoncer une bonne nouvelle, ou être seul dimanche, tout le dimanche. C'est terrorisant. Oui. Et c'est cette fameuse angoisse du vide. Hein. Parce que la solitude est associée chez eux à quelque chose de seulement terrorisant et jamais ressourçant, reposant, parce que c'est plein de choses, la solitude, c'est génial aussi. Ouais, moi, je trouve ça génial, oui, mais je comprends bien ce que vous dites. Alors, il y a souvent ça chez les personnes dépendantes. Oui, ça crée de la dépendance, oui, effectivement. Et la dépendance, finalement, c'est cette croyance dont vous parliez. Je crois qu'il me faut absolument quelqu'un pour être heureuse. Parce qu'on n'a pas essayé d'être un peu plus seul. Exactement. Parce que la solitude, quand elle est intelligemment vécue, ça permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de faire parfois des choses qu'on ne fait jamais. Oui, de récupérer des forces, de s'émerveiller, effectivement, de plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Et encore moins si on est en train de s'occuper de quelqu'un ou de s'occuper de nous en présence de quelqu'un. En même temps, j'aurais une petite pensée pour toutes ces femmes qui finalement n'ont jamais su ce que c'était qu'être seules, parce qu'elles se sont occupées de leurs parents, et puis ensuite elles ont eu un mari, ensuite des enfants, et finalement elles n'ont jamais été seules, et elles vont peut-être découvrir cette peur du vide quand le dernier enfant va partir. Probablement. Le souci de ces femmes-là, c'est très souvent qu'elles ne se sont jamais rencontrées, vraiment. Ça, jamais créées. Elles ont pour recréer. Elles ne savent pas qui elles sont. Si on leur demande qu'est-ce que tu aimes vraiment, elles ne savent pas répondre. Ce qui est terrible pour moi. Et ça, c'est possible de le savoir que dans la solitude. Effectivement, comment est-ce que je peux savoir ce qu'il y a en moi si je suis entourée tout le temps ? Et si je fais toujours à manger pour quelqu'un d'autre et pas uniquement pour moi. Et si je ne vis que pour les autres, etc. Oui. Alors, et dans la sexualité, je trouve aussi qu'il y a énormément de peurs qui nous empêchent d'être dans nos vrais désirs et dans notre plaisir. Mais oui, parce que si se rassurer, c'est contrôler, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, et ben le lâcher prise et l'abandon qu'il y a dans la sexualité, forcément, sinon ça n'aboutit pas très loin, et ben c'est terrorisant. Qu'est-ce qui va m'arriver dans cet abandon ? Si je donne tout, si j'ai l'impression de lâcher tout ce à quoi je tiens et tout ce que je contrôle et ce que je maîtrise, qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? Bon, et là, on n'aura certainement pas assez de 2 heures pour élaborer toutes ces peurs, mais c'est pas grave. Si vous avez envie de prendre la parole, appelez vite, parce qu'à mon avis, vous allez être nombreux à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. C'est en compagnie de Ariane Calvo qu'on va essayer de décoder de nombreuses peurs, les peurs d'aimer, les peurs de faire l'amour, les peurs de vivre, tout simplement. Et on vous invite évidemment à nous rejoindre au 0826 300 300. Séverine est avec nous. Merci Séverine de prendre la parole. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invitée Ariane. Bonjour. Merci de m'écouter aussi, et de probablement pouvoir me conseiller concernant le sujet sur la peur. Alors moi j'ai alors je sais pas, je cherche l'origine, je cherche entre guillemets sans vraiment chercher l'origine. Mais alors je suis en couple depuis 12 ans, mariée depuis quelques mois d'ailleurs, et justement la demande de mariage et le mariage m'a fait très peur et me fait encore peur aujourd'hui. J'ai déjà été mariée précédemment pendant 11 ans et en couple avec la même personne à l'époque pendant 17 ans. Donc voilà, j'ai pas peur de l'engagement entre guillemets de vivre en couple et j'ai pas peur de l'amour ni d'aimer. En tout cas, je pense. Mais le fait de me marier ici une seconde fois, même si le premier mariage s'est
bien passé et la séparation aussi d'ailleurs, j'ai le sentiment d'avoir dit oui avant d'avoir signé et maintenant d'ailleurs aussi d'être prisonnière. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Donc et ça m'empêche. J'ai l'impression que je suis prisonnière comme un lion dans une cage en fait où je suis coincée, je ne peux pas sortir et vous avez accepté de vous marier parce que ça vous semblait obligatoire par rapport à lui ou parce que visiblement ça a provoqué de l'angoisse. Oui. Alors j'ai accepté parce que je l'aime, déjà dans un premier temps. Alors je vais dire plutôt comment la façon dont moi je ressens et je vois les choses. J'ai pas su lui dire non en fait, par cette peur d'engagement que j'aurais aimé dire non parce que voilà, j'étais vraiment. Donc vous avez dit oui malgré vous. Oui, voilà. Oui, c'est important. Et est-ce que ça avait provoqué cette même angoisse lors du premier mariage ? Pas du tout. Alors bon, j'avais pas le même âge, à l'époque j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 50, donc pas du tout la même chose. Mais j'avais le même sentiment. Alors là, il n'y a pas eu de question de mariage à l'époque, mais entre mon premier mari et aujourd'hui, j'ai vécu une histoire aussi pendant 5 ans où je voulais pas, je ne voulais pas qu'on vive ensemble et je voulais pas non plus qu'il arrive dans ma maison ou moi dans la sienne, de peur d'être bloqué. En fait, j'ai le sentiment d'être coincée, d'être prise au piège. En fait, je sais pas expliquer. Ben, c'est pas totalement faux non plus. Le fait d'être marié crée quand même un lien un peu plus fort, un peu plus dépendant. On décide plus exactement seul de tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il y a chez vous le sentiment que vous passez à côté de votre vraie vie de femme, d'un sentiment très diffus, et qui fait que le fait de vous être remarié vous éloigne de ce que vous pourriez faire si vous... Enfin, je sais pas, c'est une hypothèse. Même si vous aviez le sentiment que ça s'est bien passé, ce premier mariage, est-ce que vous avez aussi le sentiment que ça vous a privé de certaines choses ? Non, parce que j'ai eu la chance, sur mes deux maris, on va dire, de pouvoir de continuer ma vie, entre guillemets, à la fois de femme et ma vie professionnelle comme je l'entends. Je suis assez indépendante. Alors voilà, est-ce que c'est lié à ça aussi ? Pourtant, aujourd'hui, mon mari ne m'empêche en rien du tout, bien au contraire. Il m'accompagne dans mes projets et il m'interdit rien, mais voilà, je sais pas expliquer. C'est peut-être que ça ne vous correspond pas, cette espèce d'officialisation assez rigide en fait d'un engagement que vous vivez de façon souple et volontaire en dehors de ces clous-là, disons, du mariage. Quelle serait votre croyance du mariage comme ça, s'il fallait dire des mots, ça signifie quoi pour vous, une épouse, une femme mariée ? C'est un engagement pour... Alors, je pense que ça va être là. La réponse peut-être en ne réfléchissez pas, dites. En engagement à vie, en fait. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que ça puisse encore exister, d'être engagé à vie. On a l'impression comme ça qu'il y aurait inconsciemment quelque chose que vous voudriez vivre, mais que vous ne vous autoriserez pas si vous êtes marié. Est-ce que pour vous c'est obligatoire d'être fidèle, par exemple, si on est marié ? Oui. Oui. Et est-ce que renoncer à tous les autres hommes, c'est quelque chose qui est facile pour vous ? Est-ce qu'il y a une sorte comme ça de... Oui, effectivement, je pense que je me sens peut-être coincée à ce niveau-là, effectivement. Donc ça serait intéressant J'ai besoin de sentir que je peux encore plaire ou que je peux séduire probablement, ouais. C'est peut-être, oui, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la finitude, de ce que c'est d'être une femme qui a du succès auprès des hommes, on peut avoir envie de continuer à séduire, ce qui n'est pas impossible en étant marié, mais qui, quelque part, freine quand même. Oui, parce que selon votre logique, vous n'auriez plus le choix. Là, ce serait cet homme-là ou personne, quoi. Parce que vous seriez marié. Oui, tout à fait, oui. Donc on est peut-être... Oui, alors
Oui, je vous dis oui, mais même en étant... Enfin, même sans être mariée, j'étais engagée de la même façon. Je sais, pas mais le mariage met vraiment un mot très très ferme et clair sur ça. Et alors, encore une fois, ça ne veut pas du tout dire que vous avez envie de faire l'amour avec d'autres hommes. Ça correspond juste à quelque chose que vous pouvez aller travailler en thérapie sur cette sorte de désir plus ou moins inconscient qu'ont beaucoup de gens, hein, d'être quand même disponible pour l'univers, en quelque sorte. C'est-à-dire que en avoir un seul, c'est renoncer à tous les autres. Oui, effectivement, oui. Vous voyez, c'est un petit travail à faire qui est pas très compliqué, hein, mais ça veut dire aussi peut-être que dans les tréfonds de vos désirs, y a des choses à découvrir, à analyser pour être en paix avec ça, et je pense que ça vous permettra déjà de vivre tout ce que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus vivre, au moins de le vivre par fantasme et par la parole. Ouais, d'accord, ouais. Donc moi je pense que ça. C'est vrai que effectivement, j'avais pas vu sur cet aspect-là en fait du tout, mais. Et puis de réaliser profondément qu'on a toujours le choix. Enfin, un engagement, ça se fait et ça se défait si c'est nécessaire. Vous n'êtes pas en prison justement. Vous êtes entré dans cet engagement librement et vous pouvez en sortir s'il le fallait librement aussi. Oui, tout à fait. Alors ça, j'en ai conscience. Alors, j'en ai conscience dans les... Oui, mentalement, mais c'est pas intégré. Voilà, mentalement, mais effectivement, c'est une autre étape quand même. Donc, Alors, la petite piste sur laquelle vous pouvez aller déjà, parce que j'aime bien vous laisser repartir avec un peu de travail, hein, Séverine, c'est est-ce qu'au fond, vous avez été assez aimé et admiré par votre père ? Ouais, ce sujet, effectivement. Ça me parle, oui, complètement. Voilà, ouais. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut réparer, vous voyez. Et ça se répare par le désir de tous les hommes. Hein. Effectivement, oui. Ah oui, complètement, oui. Maintenant... Ça vous parle ? Je vais... Oui, totalement, oui. Bon, je crois que vous avez la piste. Maintenant, à vous de dérouler le fil. Hein. Ouais, j'ai tout à fait, ouais. Bon, je sais que mon père m'a aimé, et enfin m'aime encore aujourd'hui. Mais je pense que j'ai manqué de preuves d'amour et de retour de sa part, de reconnaissance, d'admiration, je pense aussi, voilà. Et ben voilà. Donc c'est ce que je pense que j'ai manqué, effectivement. Donc j'en ai... Voilà. Ouais. Et donc je le recherche auprès des autres. Enfin, je rechercherai probablement cette quête auprès d'autres hommes. Alors c'est ça. Oui, enfin en tout cas ça répare cette blessure. Ça réparerait cette blessure, mais ça c'est de l'inconscient, c'est du fantasme, c'est pas la réalité. Hein, on est bien d'accord. Mais si on est plus en paix avec sa blessure, on est moins dans un comportement ou dans des angoisses qui nous font souffrir, quoi. Oui, d'accord. Ce qui est paradoxal, je sais pas si c'est paradoxal, mais je suis pas du tout quelqu'un qui est extraverti, qui aime bien me montrer, qui aime bien séduire. On me dit même d'ailleurs souvent que je suis quelqu'un de très froide, très discrète, et j'ai quelques hommes parfois qui m'ont dit on n'ose même pas t'approcher, il y a une barrière, c'est impressionnant, tu fais peur. Alors qu'au fond de moi, voilà, j'ai... oui, mais ça vient de là aussi, il me semble. Cette barrière que vous mettez. Sûrement. Vous voyez ? Ouais. D'accord, ouais. Bon, je vais aller travailler ça, alors. Puisque tu ne m'admires pas, eh bien, je vais rester froide. Oui, d'accord. Vous voyez ? Enfin, je simplifie tout, hein, parce que c'est loin d'être aussi simple que ça, hein, mais c'est pour que vous compreniez bien et que tout le monde comprenne bien. Bon, et ben on avance, okay. hein. Oui. Bon, je vais réécouter puis travailler sur ce point-là, alors. Je pense que vous avez compris et que ça va aller plus vite que vous ne pensez. Merci Séverine, en tout cas. On va se retrouver avec le Love Conseil. Pourquoi certaines personnes ne savent pas dire « je t'aime » ? De quoi aurait-elle peur ? Eh bien, Ariane Calvo, on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes ne savent pas dire « je t'aime ». Parce que dire « je t'aime », pour certaines personnes, c'est très impliquant. Et puis pour d'autres, ils le disent à tout bout de champ et ça leur pose pas de problème. C'est vrai que dire « je t'aime » dès le début d'une relation, c'est confondre l'état amoureux avec ce qu'est vraiment l'amour. Et cette déclaration, au fond, elle est peut-être pas si sérieuse. Elle traduit plutôt un sentiment passionnel, un désir charnel qui est mêlé à une envie de s'engager
s'engager très vite, mais c'est pas vraiment un pacte d'amour, hein, en quelque sorte. Mais en même temps, ça fait du bien de le dire, et en général, ça fait du bien de l'entendre, donc pourquoi pas, hein. Mais le vrai je t'aime, ce serait affirmer son affection et sa capacité à partager son existence avec une personne en particulier, on est bien d'accord, hein. Oui. Mais les déclarations d'amour, elles sont souvent suivies de tromperies, de trahisons, de ruptures, donc on voit bien qu'en fait, les déclarations d'amour n'engagent que ceux qui y croient, pourrait-on dire, phrase bien connue évidemment. Donc à partir de là, c'est peut-être pas si mal qu'il y ait des personnes qui ne savent pas vraiment dire je t'aime, dans le sens où peut-être qu'elles comprennent le sens réel de ce je t'aime, et peut-être qu'elles ont déjà été blessées par quelqu'un qui leur a dit trop facilement, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui de leur propre vie, leur propre enfance, a fait comprendre que le je t'aime finalement n'était pas une parole d'évangile, si je puis dire. Donc, moi, je crois qu'il faut d'abord comprendre pourquoi notre partenaire, par exemple, ne sait pas dire je t'aime, et puis voir si dans son comportement, il y a plein de choses qui prouvent justement qu'il nous aime, parce qu'au fond, lui reprocher de ne pas nous le dire, c'est peut-être que le renfermer encore plus dans son incapacité à le dire. Et puis, si vous aimeriez vous entendre dire je t'aime, essayez de trouver d'autres formules qu'il pourrait dire. On peut dire je suis bien avec toi, j'ai plaisir de te voir. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut dire. On n'est pas obligé de dire obligatoirement ce je t'aime. Et effectivement, on peut le dire de plein de façons différentes. Je me souviens quand on travaille sur les questions des 5 langages de l'amour avec les couples, ce qui est un peu tarte à la crème, mais il y a quand même un truc qui est assez bien vu là-dedans. Tous ces gens, souvent des hommes qui ont pour langage principal pour dire je t'aime service rendu, ils sont terriblement tristes parce que jamais personne ne comprend qu'ils sont en train de dire je t'aime tout le temps. Et il faut dire que quand on sort la poubelle, c'est ça. Pas spécialement un je t'aime, mais alors pourtant c'est ce que ça signifie, ça, oui, je sais. Et plein d'autres choses qui passent complètement sous les écrans radars des personnes qui attendent des paroles valorisantes, des cadeaux et tout un tas d'autres choses qui sont aussi un langage de l'amour, mais peut-être moins évident. Alors voilà, parfois c'est un objet qui peut prouver ce je t'aime, hein, un bijou évidemment, mais ça peut être un objet, une sorte de présence, un fétiche, un gris-gris. Enfin, je veux dire, pensez à ça aussi pour rassurer votre partenaire qui a besoin de s'entendre dire je t'aime. Peut-être offrez-lui un petit caillou sur lequel il y aurait marqué je T', juste pour pas dire le mot en entier. Enfin, je sais pas. Oui, il y a plein de façons de calmer un peu cette peur du je t'aime. Très souvent, on croit que aimer nous fragilise. Moi, je pense que ça nous rend extrêmement fort et que l'autre, ça le rend fort aussi et que c'est une sorte de gagnant-gagnant, l'amour. Mais effectivement, quand on pense que aimer nous expose à des blessures atroces dont on pourrait ne pas se remettre, oui, ça nous fragilise, mais aimer, c'est tellement plus d'autres choses que ça. Et d'ailleurs, si c'était que ça, personne ne se mettrait en couple. C'est bien parce qu'on sait intuitivement et dans le réel que ça peut nous apporter énormément de belles choses. Aussi, qu'on prend ce risque de peut-être, un jour, être blessé terriblement. Et puis peut-être s'en remettre. Et puis, si on a du mal à s'en remettre, vous êtes là pour ça, Ariane Calvo. Hein, et puis ça fait travailler des belles choses aussi. Hein. On apprend toujours d'une rupture. Exactement. Donc, mais de toute façon, la relation amoureuse est un parcours initiatique. Hein. Il n'y a rien de mieux pour se découvrir et pour se connaître. Grandir. Oui. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour. Du coup, moi, je voulais apporter ma pierre à l'édifice concernant le sujet de la peur, mais pas forcément basé sur la relation amoureuse. C'est un peu plus global. Je suis une thérapie en auto-hypnose depuis 3 mois, à raison de, on va dire, 3-4 heures par semaine sur une matinée. Et donc c'est un peu comme une révélation pour moi cette thérapie, parce que je me suis aperçu, on m'a appris qu'on pouvait libérer les peurs grâce à l'inconscient. Et donc, si vous voulez, en fait, les peurs, elles nous figent, d'après ce que j'ai pu comprendre, et elles nous empêchent de réagir aux événements courants de la vie. Elles inhibent. Elles peuvent faire ça, oui. C'est une des 3 réponses à la peur. Voilà. Donc, du coup, on peut en conclure que la peur n'est pas du tout quelque chose qui nous protège, mais plutôt nous empêche d'agir. Et donc vous êtes quelqu'un de terriblement anxieux, j'imagine ?
J'ai eu des passades anxieuses, oui. Bon, après, est-ce que je suis terriblement anxieux, je ne sais pas, mais bon, les réactions que j'ai eues face à des événements m'ont fait que je le suis devenu. Mais parce que vous avez vécu des traumatismes, enfin, oui. Oui. J'imagine, oui. Oui, traumatisme pulsionnel ou un traumatisme lié à l'enfance par rapport à ses parents, des choses comme ça. Donc c'est sûr que là, au niveau de la construction de ma vie, il y a eu des circonstances aggravantes qui ont fait que j'ai réagi de telle façon à des événements. Et c'est ce qui vous a donné envie donc de commencer cette thérapie d'auto-hypnose. Voilà, exactement. Mais vous avez bien fait, visiblement ça vous fait du bien. Oui, beaucoup, oui. Et la puissance de cette thérapie, donc, c'est qu'on peut libérer les peurs. Donc dans la peur, il y a le stress, l'anxiété et l'angoisse. Et on s'aperçoit que finalement, le stress, c'est vraiment les choses palpables. Donc on peut dire je stresse de telle chose. Mais je trouve que l'anxiété, c'est plus la conséquence du stress, si vous voulez. C'est le stress, des stress divers qui crée l'anxiété dans le corps. C'est l'anxiété qui va créer l'angoisse. L'anxiété, c'est comme l'angoisse, sauf qu'elle est peut-être un peu plus diffuse et moins forte. Mais l'angoisse, ça peut être plus existentiel aussi. Oui, c'est vrai. D'accord. Ouais. Mais ce qui est intéressant, je crois, Ariane Calvo, vous faites de l'EMDR et on est un petit peu dans le même processus au fond. C'est de débrancher, si je puis dire, des connexions dans le cerveau qui se sont mises en place suite à des traumatismes et qui provoquent donc des inhibitions à cause du stress, de l'angoisse, etc. Peuvent provoquer des inhibitions, mais vraiment, encore une fois, l'inhibition, c'est une des 3 grandes réponses face à la peur. Les 2 premières, c'est fuite ou attaque. Si aucune des 2 est possible, figement. Donc c'est, vous voyez, c'est comme probablement dans votre enfance, c'est ce qui s'est passé. Vous ne pouviez ni fuir ni attaquer parce que ça venait de vos parents, donc vous ne pouvez pas les attaquer. Vous ne pouvez pas fuir non plus parce que vous êtes un enfant et vous vous êtes figé. Et c'est ça que vous cherchez à dépasser aujourd'hui dans votre thérapie, ces figements-là qui se répercutent dans votre vie. Et oui, je comprends bien. Et du coup, voilà, quand on libère le stress, on peut arriver après à libérer l'anxiété. Et quand on a libéré l'anxiété, on peut libérer l'angoisse qui est encore plus profonde. Exactement. Et c'est vrai que quand on sort de ça, on s'aperçoit qu'on a acquis un pouvoir, un pouvoir vraiment génial. D'action, parce que, oui. On a une influence sur nos émotions quand même. On devient libre de vivre. Ouais, c'est ça. Mais merci de votre témoignage, Pierre, parce que ce qui est important quand même à dire aussi, c'est que parfois les thérapies avec des mots vont pas faire avancer beaucoup, parce qu'on va on va dire oui, j'ai beaucoup de peur parce que mes parents criaient, me battaient, m'ont pas apporté la sécurité, parce qu'au fond c'est souvent ça, hein. En tant qu'enfant, on a besoin de se sentir en sécurité. Mais on va pouvoir comprendre pourquoi, mais ça va pas changer grand-chose. Hein. Exactement, comprendre et changer, c'est très différent. En fait, c'est comme un ballon de baudruche que vous gonflez petit à petit, et le fait de libérer, au bout d'un moment, ça explose, et il y a comme la solution qui apparaît. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis déjà 2 mois pour moi, et que j'arrive à résoudre pas mal de choses. Donc c'est pas avec des métaphores, quoi. C'est vraiment, on va dire... pour moi, hyper concret, c'est pas de l'enfouissement, quoi. C'est vraiment une vérité, un éveil, quoi, tout simplement. Vous êtes la preuve vivante que ça marche. Eh oui. Bon, j'ai pas fini la thérapie encore, mais il y a pas mal de choses à résoudre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut les faire émerger, vos peurs, nos peurs à tous et toutes, pour pouvoir les regarder en face, les observer, les comprendre, puis les dépasser. Et quelles sont les méthodes autres que celles-ci pour les faire émerger ? Autres que l'auto-hypnose, vous voulez dire ? Oui. Moi, j'aime beaucoup le MDR, justement, dont parlait Brigitte, qui est une méthode de retraitement émotionnel des souvenirs traumatiques. Et comme c'est dans ces souvenirs traumatiques qu'on développe les croyances ou les réponses habituelles à la peur, chez vous, le figement, si on déconnecte notre réponse du stimulus qu'il a créé, on peut commencer à procéder autrement en réponse aux événements qui nous font peur dans la vie.
D'accord. Alors il y a d'autres méthodes qui sont peut-être moins spécifiques, comme par exemple l'art-thérapie. On sait par exemple que de faire du théâtre amateur, ça peut permettre de désinhiber certaines personnes. Alors il y a l'art-thérapie, c'est vaste. Ça peut être le chant, ça peut être la sculpture, la danse. Oui, la danse marche très très bien Super aussi. Bien. Pour l'affirmation de soi. Les arts martiaux aussi, sur des personnes qui, par exemple, auraient tendance à être un peu agressives quand il y a trop de stress. Et puis, il y a des choses plus spéciales, plus bizarres, comme le chamanisme, comme des thérapies de groupe aussi, parfois, qui marchent bien. Mais c'est vrai que le trauma s'inscrit dans la mémoire du corps. Et c'est pour ça que la verbalisation ne suffit pas. En fait, il faut quand même qu'il y ait des thérapies qui passent par le corps, parce que sinon, cette trace, elle reste inscrite. Donc, effectivement, l'auto-hypnose ou l'hypnose tout court, d'ailleurs, c'est intéressant pour cette raison-là. Parce que si vous voulez, pour citer mon exemple, donc j'ai dans ma vie, donc j'ai acquis un certain nombre de choses. J'ai fait un certain nombre de choses un peu par la force et en surmontant les peurs. Mais je me suis aperçu que j'arrivais à les faire, mais je remplissais ma jauge de peur totale. Oui. Quoi qu'il en soit, et il fallait vider cette cruche d'une façon ou d'une autre, parce que au bout d'un moment, c'est plein, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant et je pense que quand vous parlez du théâtre, c'est une bonne chose, mais pour moi ça peut partir aussi d'un enfouissement où encore une fois on surmonte ses peurs et on vainc nos peurs en fait, encore une fois, donc on résout pas le trauma de base. Non, mais si vous trouvez que vous avancez bien avec cette auto-hypnose, ne changez rien. C'est ce qui vous correspond. Oui. À partir, ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un qui vous comprend bien, avec qui vous êtes en confiance, et donc ça avance. Après, il faudra le temps qu'il faudra, et puis peut-être qu'à un moment donné vous arrêterez, puis 10 ans plus tard vous reprendrez. Vous savez, on avance sans cesse sur soi, même si on n'est pas, même si on va mieux. Il y a des moments où on a envie de réavancer. Ce qui est important, c'est de sentir que vous allez mieux. Oui. Donc faites-vous confiance, et puis si par moment vous désespérez un petit peu en vous disant regardez derrière et voyez ce que vous avez déjà bien dépassé. Oui, ok. Et puis vous avez osé appeler, vous n'avez pas eu peur d'appeler? Ouais, un petit peu quand même. Mais vous voyez, ça c'est pas mal non plus, les tout petits pas. Oui. Oui, c'est sûr. Ouais. Les tout petits pas qu'on fait et qui finalement... nous, on se rend compte que c'était pas si impossible que ça à faire. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus à l'écoute de nous-mêmes, du coup, et j'ai su même pourquoi j'avais peur, c'est parce que je ne savais pas ce que j'allais dire. Et du coup, je me suis déculpabilisé en me disant, c'est pas grave, amène juste la pierre à l'édifice sans avoir un sujet précis. Donc ça a de suite un petit peu assagi les choses, quoi. Ouais. Vous êtes très bien exprimé, Pierre. Très bien. Et puis, comme vous dites, de pierre à l'édifice, excusez-moi, mais là, on voit que votre inconscient, il fonctionne quand même pas mal. Voilà. Mais oui, mais c'est ça, vous savez, l'inconscient, c'est... On dit un mot à la place d'un autre. Vous auriez pu dire le caillou à l'édifice, vous avez dit la pierre à l'édifice, comme par hasard. C'est ça. Merci Pierre, merci beaucoup. On fait une petite pause et puis on se retrouve avec Matt également qui a envie de réagir au sujet des peurs. C'est avec Ariane Calvo que nous examinons nos peurs. Je dis nos peurs parce que nous aussi on en a. Absolument, Ariane. Oui, on a tous des peurs, c'est normal, c'est humain, mais en même temps il ne faut pas que ça nous handicape trop. Et je crois que vous en avez aussi, Matt. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Ariane. Bonjour. C'est tout un honneur de passer à l'antenne et d'écouter vos émissions qui, je pense, font du bien à beaucoup de gens. Je vous félicite déjà pour ça. Merci Matt. Et ça fait toujours un peu peur. De passer à l'antenne, oui, c'est normal. Ouais, ça fait un petit peu peur et je suis un peu ému à chaque fois aussi. Parce que ça remue un peu des choses, certains sujets remuent des choses chez nous, quoi. Oui. Et là, vous voyez, vous parlez de la peur de parler de soi, la peur de se montrer vulnérable, et c'est pourtant cette peur-là qui nous fait vraiment grandir quand on peut un peu la dépasser. C'est pour ça qu'on préfère s'occuper. Quand on est comme ça, qu'on a beaucoup de peur, je pense que c'est pour ça qu'on préfère s'occuper des problèmes des autres et régler les problèmes des autres que nos propres problèmes, quoi. Ouais.
Donc vous êtes certainement un grand sensible. Moi, je le savais, mais à 42 ans, je m'en rends compte de plus en plus que je suis très sensible et par la même occasion, fragile. Vulnérable, on va dire, pas fragile. Parce que vulnérable peut-être, ouais. Fragile, ça veut dire qu'on peut casser. Vulnérable, ça veut dire que non, je casse pas, non. On souffre un peu, on souffre même souvent pour pas grand-chose, soi-disant. Mais en même temps... Alors ça, c'est bien vrai, je suis d'accord avec vous. mais en même temps, c'est cette grande sensibilité qui nous rend plus attachants, qui nous permet de mieux comprendre l'autre. Ça peut devenir une qualité et une force. Ou qui fait qu'on se met de côté par rapport aussi à ce monde un peu brutal ou un peu sauvage aussi. Oui, mais c'est bien de se protéger, c'est pas grave ça. Le tout, c'est pas plus mal de se protéger. Ouais. C'est de trouver toujours le juste milieu entre se protéger et en même temps pas s'isoler. Oui, mais est-ce que quand on a beaucoup de peur et qu'on a manqué beaucoup de choses, on arrive à trouver souvent le juste milieu et d'avoir un bon équilibre? C'est tout le chemin. C'est ça le principe de marcher, comprendre, dépasser certaines choses et puis garder ce qui nous correspond aussi, parce qu'on le disait au début de l'émission, il y a certaines peurs qui sont légitimes et qui nous permettent de nous protéger de façon saine aussi. Et après, je suis d'accord avec vous sur ce que vous disiez. Je pense que on peut le savoir plus et encore plus quand on est tout seul avec soi-même et qu'on est dans la solitude, même si c'est dur et que ça fait souffrir, la solitude, on arrive à creuser au fond de nous et à se connaître de plus en plus et à savoir vraiment qui on est, ce qu'on veut aussi. On est bien d'accord. Oui, et puis la solitude, quand on l'accepte et qu'on arrive à y trouver son compte, ça nous fait nous rassurer sur le fait qu'on peut aimer et que même si on est quitté, abandonné, on va pas couler. Non, pas couler, mais non, je suis d'accord avec vous. On va pas couler, mais après, il y a des fois qu'on en a marre de souffrir, de se casser la figure et de faire des erreurs où on aurait pu éviter, qu'on aurait pu éviter. Mais vous avez le sentiment de répéter des histoires d'amour qui finissent toujours de la même manière? Mais on sait par le début, quand la première peur que je pense qui est chez moi, c'est la peur de mon père. Et la peur, je pense que quand on commence dès le début, dans l'enfance, la très petite enfance, d'avoir peur de votre père par rapport à son comportement, à ce comportement assez brutal, j'imagine. De violence, violence verbale ou physique. Bon, ça, Matt, c'était normal que vous ayez peur et que vous ayez des peurs même terrifiantes, parce que quand on est un petit garçon et qu'on a un père qui est violent, c'est normal d'avoir peur. Maintenant, ce qu'il faut peut-être découvrir, c'est qu'est-ce qui, donc, en tant qu'homme, a provoqué. C'est-à-dire, est-ce que du coup, vous n'osez pas vous affirmer en tant qu'homme pour pas être comme votre père? Enfin, qu'est-ce que ça a bloqué dans votre construction virile? Après, le truc, c'est que quand vous parlez tout à l'heure de la fuite ou de l'attaque, moi, je suis plus à dire que je fuyais le cocon familial et mes parents. Et par contre, dehors, j'attaquais parce que j'étais dans une addiction où je pense que ça m'a enlevé ces peurs-là. Vous voyez, oui. En devenant puissant, on a peur de moi et donc je n'ai plus peur des autres, quoi. Ouais, déjà ça, oui, voilà. Mais vous affrontez, mais vous êtes aussi dans la peur que vous affrontez, alors consciemment ou inconsciemment, mais vous voyez, j'avais des frères violents qui ont eu des histoires. J'avais peur d'aller à l'école parce que j'avais peur des représailles parce que j'étais un de leurs frères. Vous avancez comme ça avec plein de peurs. J'avais peur de rencontrer des filles, j'avais peur de prendre la parole, j'avais peur, mais par contre j'avais pas peur de foutre le bordel en classe, j'avais pas peur de... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Parce qu'on a peur des choses ce qui nous terrifie le plus, c'est ce qu'on maîtrise pas.
et subir des représailles à la place de vos frères, vous le maîtrisez absolument pas. Alors que mettre le bazar en classe, ça permet de libérer un peu d'agressivité qu'on aurait bien besoin de pouvoir libérer par ailleurs, mais en gardant une forme de contrôle sur ce qui se passe. Exactement. Et après, j'ai compris que qu'au lieu d'avoir peur et d'aller dans l'attaque, je me suis un peu, on va dire, comment vous dire, mis en retrait. Je me suis mis en retrait et j'ai eu une action où j'ai été plus pacifiste et plus cool et moins dans l'attaque et moins dans la violence et plus compréhensible. Sauf que ça a caché, on va dire que ça a enterré beaucoup de peur aussi, où le jour où j'ai arrêté cette addiction, toutes ces peurs sont revenues, et je suis en ce moment là-dedans, où quand vous parliez d'auto-hypnose et de certaines thérapies, je pense que c'est le MDR et tout, c'est ce que je fais un petit peu, mais elles sont bien enfouies, elles sont bien dures à enlever. Il y a un truc intéressant que vous abordez un peu sans l'aborder clairement, c'est que l'agressivité et la violence, on croit souvent que c'est de la colère, et en fait, c'est de la peur. Non, c'est de la peur. Ouais. C'est de la peur pour se protéger, pour avoir le contrôle aussi, je pense. Tout à fait. Avoir le contrôle et c'est rarissime de s'en rendre compte par soi-même, donc bravo. Je ne sais pas si c'est rarissime, mais moi je sais que je suis un grand anxieux, un grand stressé. Comme disait Pierre tout à l'heure, le stress, ça amène de l'anxiété et ça amène des angoisses, je pense aussi. Et le truc, c'est que je m'en rends compte parce que je me rends compte des erreurs que j'ai fait dans ma vie. Vous savez, Matt, je pense à deux choses. Je pense que vous pourriez essayer les arts martiaux, ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Et ensuite, je pense que vous feriez un excellent éducateur. Alors, vous savez quoi, c'est mon futur projet dans quelques années. Foncez, parce que vous avez tout compris sur ce qui fait qu'on est violent, sur ce qui fait qu'on agresse, sur ce qui fait que... Et je pense que vous pourriez vraiment... Et alors, en étant éducateur, vous allez complètement vous épanouir, parce que vous allez pouvoir donner aux autres ce que vous auriez pu avoir si vous aviez eu ça à 17-18 ans. Mais il n'est jamais trop tard pour aller bien, et vous êtes à un âge clé, 42 ans, c'est vraiment un âge où on peut changer de vie, donc foncez quoi. C'est ce que j'essaie de faire pour pas répéter les mêmes erreurs et surtout pour je me rends compte de beaucoup de choses en fait, c'est que on ne sait pas si on aime ou si on a, comme on dit, cette pression, vous savez, une dépendance affective. Oui. Voilà, ma première femme, la mère de mon fils, je lui ai pas trop dit je t'aime, mais ça a été une séparation très dure. Elle a été là, je pense, en tant que maman et infirmière, comme on dit, et qui m'a fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il n'aurait pas été là, j'aurais peut-être sombré dans une délinquance ou dans des choses violentes. Mais sauf que je suis resté 7 ans tout seul, donc c'est pas rien. Enfin, pas 7 ans, mais 5 ans tout seul, donc c'est pas rien. Et là, au bout de 5 ans de célibat, je reviens avec une femme exceptionnelle, avec une âme magnifique et une personnalité magnifique, mais ça s'est arrêté parce qu'encore une fois, je pense que, alors qu'on se disait je t'aime et que je savais que je l'aimais, mais je pense que on a peur de quelque chose. Je sais pas encore. Vous voyez, j'ai pas encore. Peut-être que vous avez peur de votre violence qui pourrait se retourner contre une femme, et du coup vous n'arrivez pas à être dans la bonne juste virilité de ce que une femme attend d'un homme. Je pense aussi. Oui, je pense aussi. Et le sujet que vous avez dit avec la dame qui a témoigné tout à l'heure, Séverine, il me semble, où vous disiez, où après vous êtes plus libre, ou vous engagez, ou vous êtes, vous pouvez, enfin, le fait de s'engager c'est que on renonce à tout, oui. Ouais, vous renoncez à tout, ça fait peur. Ça fait peur, ça met des barrières, et vous dites, je suis pas en prison, mais je peux plus voler comme un papillon comme avant sur beaucoup de choses, alors que vous voyez, cette femme que j'ai eue, la dernière femme que j'ai eue,
Sur beaucoup de femmes, on dit pas beaucoup de choses. Pardon, c'était une blague. Comment? Je dis sur beaucoup de femmes. Non, mais non, ça fait pas beaucoup de femmes. Non, au contraire, j'en ai pas connu beaucoup, mais des belles relations. Profitez. Alors, écoutez, voilà, faites des arts martiaux. Profitez que vous êtes seul pour butiner beaucoup de femmes, et puis avancez. Je sais pas si c'est le mieux. Comme ça, vous comprendrez ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Comme ça, vous verrez que finalement, c'est. Ouais, mais ça aussi, c'est des peurs de butiner beaucoup de femmes, parce qu'il y a des femmes qui font peur. Avec leur indépendance et leur caractère et leur force de... Oui, mais pourtant il vous faut une femme quand même avec un peu de force, parce que sinon... Aussi, oui, la dernière était comme ça, sauf que ouais, c'est dur de vous dire que toutes ces peurs vous empêchent d'avancer ou vous empêchent Alors, de vivre regardez d'où vous venez et vous verrez que vous avez déjà fait un sacré chemin. Donc, faites-vous un peu plus confiance et avancez. Je crois que vous avez vraiment... vous avez la capacité à comprendre beaucoup de choses et votre sensibilité vous permet également de ressentir beaucoup de choses. Donc, faites-vous un peu plus confiance. Et vous verrez que la vie va aller de mieux en mieux. Moi, je suis pas du tout inquiète pour vous, Matt. Pas du tout. Même si j'entends bien toutes vos peurs et toutes vos hésitations. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'avoir pris le courage de nous appeler. On continuera après les infos, évidemment, à continuer à parler des peurs. Et puis, je vous propose une petite devinette. Quelle est la différence entre les bières et les femmes? C'est la réponse après les infos. Ariane Calvo est avec nous, psychologue et autrice de notamment L'autonomie émotionnelle aux éditions Robert Laffont, justement ce livre dans lequel vous expliquez bien tout ce processus émotionnel qui si on n'en est pas conscient, nous empêche d'être tout simplement et de vivre. Oui, et en quoi la peur peut nous aider et aussi nous empêcher ou nous interdire beaucoup de choses. Et ce qui est peut-être important à dire et qu'on n'a pas encore dit depuis 14 heures, c'est que parfois on n'est pas conscient qu'on a peur. Très souvent d'ailleurs. Et c'est là où le bas blesse justement, parce que tant qu'on n'est pas conscient, on continue à avoir peur et on passe à côté. Oui, dans la peur, il y a beaucoup de choses qui sont très paradoxales comme ça. Par exemple, c'est un moteur extraordinaire, la peur. En particulier la peur de la mort, qui est celle qui nous fait faire le plus de choses et réaliser le plus de choses dans notre vie, justement. Parce que comme on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, il y a une forme d'urgence à réaliser qui est géniale, parce que ça nous permet de mettre des choses en œuvre, et puis en même temps, ça tétanise. Donc c'est dans ces paradoxes-là. Oui, il suffit d'observer son chat. Qui paraissent à longueur de journée, on voit bien que lui, il n'a pas l'urgence d'agir. Exactement. Sauf que peut-être quand il y a une souris qui lui passe devant le nez. C'est vrai. Ça, c'est toujours un bon moteur. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. C'est important de comprendre qu'on n'est pas toujours conscient de ses peurs et à ce moment-là, elles peuvent nous empêcher d'aller vers nos désirs, quoi. Et puis voilà, c'est ça, il y a une part moteur et une part inhibition, et il y a une peur conscience et une peur inconscience. Donc il y a une peur conscience qu'on surinvestit souvent. Ah oui, mais c'est normal que j'ai peur parce qu'il y a beaucoup de dangers, tout ça. Et une part inconsciente qui est justement provoquée par la peur elle-même. C'est-à-dire que plus on a peur de quelque chose, plus ça tombe dans l'inconscient pour nous protéger, entre guillemets. Mais c'est là qu'en réalité, ça ne nous protège plus du tout puisqu'on n'y a plus accès. Donc on n'a plus de maîtrise dessus. Donc c'est important d'être en conscience. Donc en conscience de ce dont on a peur pour pouvoir évaluer si c'est juste ou pas et pour qu'on en fait. Et pour qu'on comprenne bien ce que vous dites, Ariane Calvo, je vais prendre 2-3 exemples. Par exemple, quelqu'un de très obsessionnel qui va revérifier 3 fois s'il a bien fermé le robinet, la porte, etc. etc. Derrière, c'est des peurs. Complètement. Et donc c'est un excès de contrôle qui, au fond, calme des peurs, par exemple. Sur lesquelles on n'en a aucun de contrôle, justement. Et donc, on essaie de compenser par autre chose, mais ça ne rassasie pas. C'est pour ça qu'on a besoin en permanence de vérifier, parce que ça ne vient pas assainir ou sécuriser la vraie peur profonde qui est en dessous et qui est inconsciente. Alors, je vais prendre un autre exemple, mais je ne vais pas passer toutes les névroses en vue, mais quelqu'un de terriblement hystérique, qui a besoin de faire des grands gestes, qui a besoin d'exister, c'est pareil, derrière, c'est des peurs de ne pas plaire, d'être oublié, d'être pas reconnu. Oui. Donc la liste serait longue, je pourrais jusqu'à 16h donner des exemples, mais non, c'est mieux de donner la parole à ceux qui nous écoutent et qui ont envie aussi de s'exprimer. Bonjour Muriel.
Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Bonjour. Alors, moi, je vais parler davantage des croyances. Je vais me diriger vers les bien sûr, croyances allez-y. familiales. C'est très intéressant Voilà, aussi, oui. Alors, je suis d'une génération où il fallait, les parents souhaitaient que l'on se marie, qu'on ait les enfants, et bien sûr la situation professionnelle avant, et aussi la maison familiale. Voilà. Donc, moi, j'ai pas du tout fait comme ça. Mon mari, issu d'une famille un petit peu éclatée, donc du coup, moi, j'ai suivi. Et du coup, j'ai eu les enfants. On a eu la maison familiale et on ne s'est jamais marié. Donc ça a été très compliqué pour mes parents parce que ça validait pas leurs croyances à eux et puis quelque part je cassais cette chaîne-là. Hein, voilà. Oui, vous êtes construite en vous opposant à à ce qu'ils auraient aimé, oui. Tout à fait. Alors, je me suis rendu compte tout de même que je n'étais pas si détachée par rapport à ces croyances parce que quand il a fallu parler de peut-être vendre la maison à un moment donné, cette maison qui était familiale, j'ai mis beaucoup de choses parce que pour moi, malgré tout, elle scellait et elle structurait cette famille. Oui. Et elle me sécurise aussi encore aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, mais c'est rien. Et il me le répétait, il me le répète encore, ce n'est qu'un morceau de pierre. Est-ce que vraiment on peut vivre ailleurs autre chose? Et pour moi, c'est compliqué. Oui, parce qu'il y a le réel et il a raison, ce n'est qu'une succession de pierres qui sont construites les unes sur les autres. Mais symboliquement, très fort, la symboliquement, maison. C'est votre nid. Le toit, la protection. C'est votre sécurité, c'est le lieu dans lequel la famille a évolué. Tout à fait. Et cette sécurité-là, pour moi, je me suis rendu compte que je me targuais de dire que finalement, je sortais un peu des sentiers battus. Et là, quand il s'agissait de parler de cette maison qui était... je me suis rendu compte que pour moi, c'était tout, quoi. On m'a enlevé ma maison, on déstructurait ma famille, ce qui faisait le lien. Et du coup, je l'ai travaillé aujourd'hui. Et j'ai réalisé que finalement, ces peurs-là, il fallait les dépasser, que le principal, c'est qu'on soit ensemble et qu'on vive autre chose ailleurs. Voilà. Mais ça a été compliqué et je suis ravie d'avoir fait ce travail parce que du coup, toutes les choses ont bougé pour moi. Je suis en conscience de plein de choses de cette perte qui est finalement peut-être salvatrice à un moment donné aussi. Il faut savoir passer à autre chose. Et j'ai travaillé aussi par rapport à des problèmes de santé, la mort aussi. Justement, perte de la vie, la mort, finalement, j'ai 50 ans passés aujourd'hui, j'ai fait plein de choses, de belles choses, et du coup, même plus peur de la mort non plus. Voilà. Et je me dis que finalement, alors, si ça peur, je ne sais pas, mais en tout cas, une acceptation de la mort, ce qui n'est pas la même chose. Pardon. Hein. Tout à fait, oui, voilà. Parce que je crois qu'on a tous peur de la mort parce que c'est l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Voilà. Hein. Au sens large, encore une fois. Complètement. Après, mais c'est vrai qu'on l'envisage différemment quand on a le sentiment d'avoir une vie bien remplie et belle. Ça, c'est sûr. Mais oui, c'est ça. Et se dire que finalement, on a la chance d'avoir fait tout ça, d'avoir vécu de super moments. Et j'essaye de le transmettre un petit peu parce que je suis soignante aujourd'hui. Et je me rends compte que beaucoup de patients ont très très peur. Et cette angoisse, en fait, elle est pesante. Et c'est compliqué parce que ils verbalisent pas. Je me rends compte que ça paralyse plutôt qu'autre chose. Voilà. Oui. Et c'est très. Je le vois aujourd'hui parce que justement, je suis en conscience de tout ça que je ne voyais pas avant. Et alors, est-ce que vous constatez quelque chose? Je me souviens que quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai travaillé avec des personnes mourantes en soins palliatifs, c'était que ils étaient beaucoup plus perturbés par ce qu'ils n'avaient pas osé faire dans leur vie que par les erreurs qu'ils avaient commises. Qui ça, au bord de la mort, ça prenait peu d'importance. Les erreurs, les moments où ils ont fait des bêtises, des choses qu'ils n'auraient pas dû, dit des choses qu'ils auraient voulu ne pas dire, etc. Par rapport à tout ce qu'ils n'avaient pas osé réaliser ou pas osé dire ou pas osé faire, qui ça prenait beaucoup plus de place. Et je me souviens de m'être dit, mais en fait, ça vaut le coup d'oser faire des choses parce que si on se plante, au moins on a osé. Et si on réussit, c'est quelque chose qui rend fort et qui apaise beaucoup au moment de partir de ce monde, quoi. Complètement. Et c'est peut-être la famille ou les gens autour qui vont tendre vers ça.
pour amener la personne. Et j'ai vu des situations impressionnantes où la personne attendait avant de partir. Oui. C'était imminent, elle traînait. Elle attendait le fils qui était au fin fond de l'Amérique. La personne est décédée quand le fils est arrivé. Oui, après l'avoir revu. Voilà. Et il y a une attente, alors qu'il y avait des tensions, mais ça l'a libéré. Ça, c'est vraiment impressionnant. Oui, ça c'est vraiment, et c'est quelque chose qui ne s'explique absolument pas sur le plan scientifique. Et ça montre bien la force des liens. Et moi, j'aime beaucoup cette idée d'énergie qui nous relie et qui qu'à un moment donné, on peut lâcher parce que justement, on est en paix. Exactement. Oui, complètement. C'est vraiment le terme. Mais c'est toujours important enfin moi j'adore cette phrase de Freud, on fait mieux le deuil de ce qu'on a eu. Et il est certain que si on a bien vécu, je pense qu'on fera plus facilement le deuil de sa vie, puis c'est-à-dire d'accepter de mourir, quoi. Et oui, complètement. C'est ça. Mais joli parcours, Muriel, bravo. Merci. Je suis fière de le dire aujourd'hui, alors qu'il y a quelques mois en arrière, j'étais incapable d'avancer et de me projeter. Donc oui, je trouve que... Et puis c'est salvateur aussi, c'est équilibrant aujourd'hui, c'était source de tension. À quoi bon, quoi? À quoi bon? Vous dites, il vaut mieux avoir surmonté des peurs et avoir vécu d'une façon qui nous semblait juste à nous, même si ça semblait pas correspondre à ce qui était attendu de nous, pour plus avoir peur un jour, quoi. Ou pouvoir accepter que notre parcours a une forme de fin et que c'est comme ça pour tout le monde. C'est ça. Et qu'est-ce que ces peurs révèlent de nous? Essayer déjà de mettre des mots sur ces peurs. Je pense qu'à partir du moment où on les comprend, on arrive à les dépasser et à les comprendre aussi, surtout. Mais je retiens vraiment cette histoire de vivre pour soi, d'une façon qui est juste pour soi et pas pour d'autres. Parce qu'après tout, c'est notre chemin, c'est le seul qu'on peut faire nous-mêmes. On fait pas le chemin de nos parents, quoi. Et nos parents font pas le nôtre. Donc c'est important de trouver. L'éducation fait que, à un moment donné, on rentre dans ce moule. J'essaye de me détacher par rapport à mes enfants parce que je veux pas retranscrire la même chose. Et je veux pas qu'il y ait une répétition. Alors j'ai cassé quelque chose. Vous leur montrez par votre propre parcours, par l'exemple, qu'on peut vivre sa vie. Vous savez, je crois que la meilleure manière de prouver aux autres quelque chose, c'est de le faire soi. Et les gens nous regardent et ils se disent, puisque ma maman, elle arrive à vivre sa vie, je peux vivre la mienne. Oui, et ça a été la réflexion de ma fille il y a de ça un mois. Elle me dit, je vous ai vu livre, ça m'a touchée énormément. Je vous ai vu livre tous les deux. Elle me dit, et c'est ça qui me porte. Je dis, ah bon, mais voilà. Donc finalement, je me dis, écoute, t'as montré quand même quelque chose d'assez positif, complètement. C'est aussi simple que ça, mais c'est pour ça que c'est si compliqué, sans doute. Merci beaucoup, Muriel. Merci. On va se faire une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. On continue à évoquer toutes les peurs avec Ariane Calvo et c'est formidable parce que merci déjà à ceux qui ont témoigné parce qu'on a avancé, on a eu des témoignages très différents, magnifiques absolument et qui montrent bien toute la palette des peurs. Et des chemins. Comment chacun s'approprie son chemin, la donne de départ qui est souvent pas facile avec des blessures, comment on les surmonte, comment on les affronte, comment on comprend, et puis cette générosité humaine là, cette hauteur de vue, c'est magnifique. Valérie, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Ariane. Bonjour. Alors vous seriez peut-être hypocondriaque pour les autres. C'est peut-être comme ça qu'il faut le définir, oui, c'est ça. Racontez-nous. Parce que moi, j'ai 2 lignes sur mon écran, donc je sais de quoi vous allez me parler, mais tout le monde ne le sait pas, donc allez-y. Voilà, comme je le disais à votre collègue, moi, c'est des peurs qui me réveillent la nuit, nocturne. Voilà. Ça me réveille, mais en panique. Pas toutes les nuits, mais souvent. Vers 3-4 heures du matin, ça me réveille et en me réveillant, mais vraiment avec le palpitant, je regarde déjà si mon mari est là et peur d'une maladie, peur qu'on s'ait fait cambrioler, peur que un de mes enfants soit malade,
Enfin, c'est bizarre. Enfin, c'est pas des cauchemars, hein, c'est des réveils avec des peurs, des grosses angoisses. Voilà, mais vous avez l'impression que vous vous réveillez parce que vous avez cette angoisse, ou une fois réveillé, vous êtes angoissé? Non, ça me réveille. C'est l'angoisse qui vous réveille, ouais. D'accord. L'angoisse, ouais. C'est les peurs de... la nuit, ça réveille beaucoup de peurs, hein. Et puis en particulier les peurs de tout ce qui échappe à notre contrôle, parce que effectivement, pour pouvoir dormir, il faut pouvoir lâcher prise. Et puis c'est le moment où on est le plus vulnérable, puisqu'on ne maîtrise pas ce qui se passe. On n'est pas en conscience, on est dans un état d'inconscience. Donc d'après vous, ça veut dire quoi? C'est quoi le souci? Pourquoi la nuit? La journée, ça va, hein? Mais Oui, mais parce que la journée, vous contrôlez. Oui. Vous êtes certainement hyper vigilante et donc forcément très très fatiguée le soir. Donc vous écroulez, vous vous endormez et puis après quelques heures de sommeil profond, vous vous réveillez et là vous n'avez plus la tour de contrôle en place et donc il y a des angoisses qui vous envahissent. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, mais c'est exactement ça. Je tombe très tôt en début de soirée parce que je travaille beaucoup. Ouais. Et voilà, mais je comprends pas pourquoi je me réveille avec des peurs paniques. Parce qu'il y a chez vous quelque chose qui n'est pas réglé et qui provoque une peur panique. Certainement un manque de sécurité affective dans l'enfance, quelque chose qui a provoqué ce besoin d'être hyper contrôlante, avec une sorte de vérification permanente de beaucoup de choses. Vous êtes certainement très investi pour votre mari, pour vos enfants, pour les autres, ce qui donne aussi une sensation de contrôler quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé qui a échappé à votre contrôle? Il y a forcément un drame, et ça peut être aussi par transmission transgénérationnelle. C'est des peurs aussi qui peuvent se transmettre. Un jour, quelque chose a échappé totalement au contrôle d'une personne de votre lignée, et ça a créé un drame terrible, dont on n'a pas pu se relever, ou qui a eu des conséquences gravissimes. Oui. Il y a eu tellement de choses, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie, hein. J'ai 53 ans, donc... on cherche plutôt dans l'enfance, là. C'est certainement très 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 profond, parce que sinon vous auriez eu quelque chose de plus concret à nous raconter. Exactement. Voyez. Là, vous nous racontez des angoisses fortes, des paniques même, vous l'avez dit, mais qui sont qui prennent différentes couleurs. Oui, et qui ne reposent pas sur quelque chose de précis dans le réel. Ouais, peut-être un sentiment d'insécurité dans l'enfance, parce que j'étais souvent seule, petite. Ouais. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la sécurité qui n'a pas été bien là, parce que sinon... Et est-ce que ça a pu vous être transmis? Est-ce qu'un de vos deux parents fonctionne comme ça aussi, d'être dans l'hyper-contrôle, l'hyper-vigilance? J'ai plus mes parents. Ah. Non, mais vous les avez connus. Oui. Bon, est-ce qu'ils étaient un peu comme ça, contrôlés, l'un ou l'autre? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec vos parents? Parce que 53 ans... j'ai perdu ma maman il y a 1 an à l'âge de 87 ans. Ah aussi, et par contre, mon papa, j'avais 18 ans quand il est décédé d'une maladie. Mais ils n'étaient pas du tout dans le contrôle. J'avais des parents... Et quand votre père alcoolique, vos parents, oui. Donc pas très sécurisant quand même. Pas du tout, non. Et là, on contrôle rien, quoi. Il y avait beaucoup de... Moi, je suis la dernière d'une... on était 7, qui est décédé. Et mes parents... moi, je suis la dernière, et donc tous étaient partis de la maison, mais moi, j'ai vécu l'alcoolisme toute seule avec mes parents, et dans la violence. Voilà, quand ils buvaient tous les deux, c'était... Oui, mais du coup, vous êtes d'accord qu'il fallait être hyper vigilante dans ces situations-là, parce que tout partait hors de contrôle, justement, dans l'alcoolisme. Ah oui, je ne l'avais pas compris comme ça, tout donc à fait. Donc vous êtes protégée dans l'hypervigilance. Voilà. Oui, non, je croyais que vous parliez de mes parents, mais c'est pas eux qui... C'était une hypothèse, mais non, effectivement, c'est bien vous qui avez développé cette hypervigilance en réponse à l'insécurité profonde et hors de tout contrôle dans laquelle vous mettez l'alcoolisme de vos deux parents. Et dans ce que vous dites, on a l'impression que quand vos derniers frères et sœurs partent, tout d'un coup, il y a une panique à bord. Vous êtes en première ligne, voyez, en ligne de front.
Mais c'est exactement ça, puisqu'ils m'ont tous laissé, et moi j'étais au milieu des deux parents en train d'essayer de séparer et d'essuyer le sang qu'il y avait par terre, et j'avais quand même... Mais attendez, vous imaginez le traumatisme que c'est, ça vous l'aviez pas réalisé comme ça? On en a parlé, on s'est dit que bon, malgré tout, il faut avancer, il faut arrêter de se plaindre, de dire voilà, on a vécu ci et ça. Oui. Mais en fait, il y a des trucs qui ressortent souvent, Bien même sûr. à mon âge. Je crois que vous avez besoin, pourquoi pas, de MDR ou quelque chose comme ça qui va vous permettre de mettre le traumatisme à sa place pour libérer un peu toutes ces paniques que vous avez la nuit. Et le 8e petit frère ou sœur, il est décédé de quoi? En fait, on n'a jamais trop su. Enfin, c'est ma maman qui nous avait dit qu'il était décédé en Algérie avant de quitter l'Algérie, parce que mes parents sont connus pendant la guerre d'Algérie. Moi, j'ai jamais connu. Donc, on était 7 en fin de compte. Donc, il était déjà mort quand vous venez au monde, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il a pu échapper à la vigilance de quelqu'un? Alors, il y a plusieurs versions dans ma famille. Ma grande sœur dit que c'est ma mère qui l'aurait tellement maltraité qu'il nous a été enlevé. D'accord. Il y a eu plusieurs fois des services sociaux qui sont venus pour nous placer, mais mes parents sont passés à travers pour voilà. Mais on a toujours été livrés à nous-mêmes. Mais je pensais qu'avec tout ce temps, je me dis c'est bon, je suis plus une enfant. Il y a des gens qui ont vécu mais pire que ça, des viols, des agressions sexuelles, Moi, ils n'étaient pas violents avec moi, ils étaient violents tous les deux. Mais quand je dis violent, oui, mais c'est violent pour les enfants quand les parents sont violents entre eux. Quand vous voyez du sang et que vous êtes obligé de nettoyer le sang de vos parents, c'est terrorisant. Vous imaginez que je comprends que vous ayez la nuit l'impression que votre mari ou votre fils peut être malade, peut être en danger, voyez. Et on a tendance à penser que quand on enfouit nos peurs, elles se résolvent. Or non, elles sont juste enfouies, mais elles ne disparaissent pas. Et ça ressurgit dans la nuit, dans le lâcher-prise, qui sont incontrôlables pour vous. Donc vraiment, mais peut-être que c'est la fatigue aussi qui amène ça, peut-être le surmenage, quoi. Non, le surmenage, il vient de l'hypervigilance, comme disait Brigitte tout à l'heure. D'accord. Sincèrement, Valérie, c'est pas allez peut-être voyez si vous pouvez faire 1 ou 2 séances de MDR ou de relaxation pour pouvoir un petit peu lâcher. Et puis peut-être, on a échangé, je crois que vous avez compris, hein, et voyez ce que vous allez faire de ce que vous avez compris. Mais faites quelque chose. Mais ça vous aiderait vraiment de retraiter les traumatismes. Maintenant, il y a des thérapeutes MDR quasiment partout. Il faut choisir quelqu'un. Je vous assure que ça va vraiment vous aider et vous allez avoir une vie beaucoup plus agréable et tranquille. Parce que là, vous êtes en surchauffe oui, on comprend permanente. Pourquoi, c'est très légitime. Et c'est pas de votre faute. Vous n'y êtes pour rien. Merci. Vous m'avez beaucoup aidé en tout cas. C'est bon, je sais dans quelle direction aller pour aller mieux alors maintenant. Voilà. Merci de votre confiance. On fait une petite pause, on se retrouve pour le sexo-conseil. Les signes qui prouvent que la femme simule. C'est notre sexo-conseil du jour. Alors Ariane Calvo, pardon, j'ai oublié de donner la réponse à ma devinette que vous n'aviez pas trouvée, hein, évidemment. Je ne l'ai pas dit hors antenne. Hein. Quelle est la différence entre les bières et les femmes? Eh bien, les premières sont excellentes froides et les secondes, les femmes, donc, sont excellentes chaudes. Ah oui, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Hein, c'est vrai. Franchement, une bière froide, une bière chaude et une femme froide, ça va pas. Non, hein. ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Alors, notre sexo-conseil, les signes qui prouvent qu'elle simule. Il y en a quelques-uns quand même, hein, contrairement à ce que pourraient croire les hommes, même s'il y a des femmes qui simulent très très bien. Et alors, pour les simuleuses qui nous écoutent, voilà les signes qu'il ne faut pas laisser. Notamment lorsqu'une femme regarde droit dans les yeux, elle ne peut pas avoir un orgasme. Possible. L'orgasme, en général, on a les yeux fermés. Donc, méfiance si
si cette femme vous regarde beaucoup pendant l'acte, normalement, plus on est dans la jouissance, plus on a les yeux fermés. La langue sur les lèvres, on voit ça dans les films porno, mais c'est absolument pas un signe de jouissance, au contraire. Voilà. Écoutez beaucoup la respiration, hein. Si elle est régulière et qu'elle augmente, ou qu'on a l'impression que c'est une respiration soit plus saccadée, soit plus profonde, il y a des chances qu'elle soit vraiment dans le plaisir, parce que le rythme généralement s'accélère au moment de l'orgasme. Les mamelons aussi sont un signe. S'ils se gonflent, si les seins rosissent, et notamment même le cou, c'est signe qu'il y a la flux de sang de l'orgasme. Voilà. Enfin, le bassin va plutôt remonter. Par contre, des mouvements circulaires très intenses, c'est archi faux, hein, ça c'est pas vrai. Mais en revanche, les mouvements peuvent permettre d'augmenter le plaisir, mais au moment de l'orgasme, il n'y a pas un mouvement de bassin particulier. En revanche, il peut y avoir des contractions du vagin. C'est ce que j'allais dire. Oui. Voilà. Hein, et puis c'est quand même difficile à simuler pour le coup. Les contractions, c'est un vrai signe. Oui, quand même, oui. Et ensuite, la lubrification, c'est pas forcément signe de plaisir. D'abord, il y a des expertes qui savent mettre du lubrifiant ou de la salive, pour vous prouver qu'elles sont en plein désir. En revanche, quand il y a beaucoup de lubrification, en règle générale, oui, c'est signe de désir et de plaisir, évidemment. Voilà ce qu'on peut en dire. Peut-être que vous avez d'autres choses à ajouter. Non, j'avais pas pensé au regard, effectivement. Ah, c'est le premier truc. Oui. Et dans les exercices de sexothérapie, je me souviens qu'en thérapie de couple, on nous apprend que le premier truc pour qu'une femme puisse apprendre à avoir un orgasme, c'est couper la question du regard. Ben oui. Pour revenir à soi. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Bonjour Marianne. Bonjour Brigitte et bonjour Ariane. Bonjour. Alors, vous êtes célibataire en ce moment, c'est ça ? Oui. Et juste, alors je sais pas si j'avais envie quand même de prendre la parole et merci de me permettre d'accéder à votre antenne. Mais moi, ma peur, en fait, ça fait 11 ans que je suis seule et avec l'âge, je vais avoir 60 ans cette année. Et franchement, je commence à avoir peur. Et comme je ne veux pas me mettre avec quelqu'un ou fréquenter quelqu'un par dépit, eh bien, je sens que mon cœur se serre et ça génère de la peur. Voilà, mais j'ai aussi peur de rencontrer des hommes qui ne me vont pas. Donc voilà, je suis un peu dans une situation où un peu bloquée. Oui, bloquée. Voilà, c'est ça. Alors je ne sais pas si ça correspond vraiment au sujet de votre émission. Ouais, vous auriez peur de rencontrer un homme qui quoi ? Qui ne me rende pas heureuse parce que j'ai pas eu vraiment une vie très très joyeuse avec mon ex-mari, pardon. Et alors 11 ans de temps, bien évidemment que j'ai fait des rencontres, c'est pas la question, mais je trouve que voilà, je tombe quand même vraiment sur des personnes qui ne s'intéressent pas à moi pour moi. Et je donne plus que je ne reçois. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Mais en même temps, la solitude ne me pèse pas. À ce jour, ça ne me pèse pas. Je suis bien avec moi-même. Je fais plein de choses toute seule. C'est pas un souci. Mais c'est peur de rencontrer un homme qui vous rende pas heureuse, c'est pas un danger. Dans la peur, il y a vraiment une notion de danger. Qu'est-ce qui vous ferait peur dans ce qu'un homme peut être pour vous ? La violence, de vouloir aussi me contrôler, parce que j'ai connu ça, les deux, être contrôlé pour tout et subir la violence, y compris psychologique. Je crois qu'elle est même presque pire, la psychologique, que la physique. Mais là, je crois quand même qu'il y a cette peur du mari que vous avez eu, de votre ex-mari, qui quelque part laisse des traces et vous empêche de rencontrer un homme qui pourrait aller, quoi. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose comme ça qui serait responsable parce que depuis toutes ces années, 10 ans de rencontres, vous auriez dû rencontrer quelqu'un avec qui ça collait un peu mieux quand même. Oui, justement, et c'est ça qui m'inquiète. Vous avez peur de ne pas identifier les signes ? Vous avez peur de ne pas savoir reconnaître ? Parce que vous n'avez pas su reconnaître ?
Alors, pour être franche, je pense que si, je sais les reconnaître, donc ça m'élimine quand même déjà un certain nombre de personnes. Et puis les 2 personnes, alors j'en ai pas eu non plus 50, qui m'auraient vraiment intéressée, eux, ça a été bien, mais eux n'étaient pas intéressés par moi. Et il y a cette ambivalence qui est là et que je trouve ça profondément triste pour moi. Mais donc je veux pas me mettre avec quelqu'un qui pourrait, et comme j'identifie très vite les problèmes, je me protège énormément. Voilà. Et les personnes qui m'intéressent, eux ne s'intéressent pas à moi. Donc je pense que j'y ai certainement ma part, que je dois générer ou faire quelque chose qui me j'ai l'impression pour l'instant, de toute façon, Marianne, que vous recherchez, vous n'avez pas vraiment envie d'être avec quelqu'un. J'ai trop peur. J'ai quand même l'impression, vous dites, je suis très bien seule, je m'occupe, je m'habille. Et donc, en quoi on va aller à l'inverse. En quoi rester seule, ce serait grave. Pourquoi vous voulez avoir quelqu'un? C'est pas drôle la solitude déjà. Moi, j'aime bien quand même partager les choses. Donc ça, c'est un gros manque. Et puis, sur le plan... Alors, la sexualité de soi à soi, c'est pas un souci, puisqu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de chance. Mais à 2, il y a quand même tout le contact physique. Moi, je suis très tactile. Donc, c'est quand même un manque qui est là, quoi. Oui, mais c'est très vague, ce que vous me dites, parce que vous avez visiblement, vous avez des relations sexuelles assez fréquemment. De mois à mois, oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Mais avec un homme, non, pas trop. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Non. J'ai dû rencontrer une dizaine de personnes en 10 ans. Non, c'est pas beaucoup quand même, je pense. Voilà. Et vous les rencontrez sur des sites de rencontres, en règle générale? Non, c'est plutôt au travers de rencontres. Moi, j'aime plutôt le côté humain. Réel, quoi, donc au travers d'une soirée. Alors, je vais vous dire, ça marche pas trop le réel avec vous. Donc peut-être que d'aller sur des sites de rencontres en précisant ce que vous cherchez, vous allez peut-être avoir plus de chances de rencontrer la personne qui vous convient. Parce qu'il me semble que vous n'êtes pas suffisamment intuitive, si je puis dire, pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Alors peut-être que votre intuition, elle est niée par vos peurs. Je ne suis pas. Et oui, c'était l'hypothèse que j'étais en train de faire. Donc peut-être qu'en étant plus rationnel sur des sites de rencontres, vous allez pouvoir rencontrer des hommes qui correspondent mieux à tout ce qui permet de colmater vos peurs. Ah oui, peut-être. Alors après, j'avais essayé 6 mois, mais il y a très longtemps, il y a au moins 9 ans, et j'avais trouvé que c'était quand même assez le niveau. Enfin, les personnes viennent pour bavarder sur les sites où c'est pas tout à fait la réalité quand on les rencontre. C'est même des fois très opposé à la réalité. Certes, mais ça va vous remettre dans la rencontre avec des hommes. Et ça va vous permettre d'avancer un peu, de faire le tri, de voir, parce que encore une fois, le danger, quand on est seul depuis longtemps et qu'on a finalement trouvé, bon an mal an, une certaine vie agréable, d'être seul. On met la barre un peu haut. Et donc on rencontre jamais la personne parce qu'on est tellement exigeante, dans le sens où finalement on a plus envie d'être seul, mais en même temps on n'a pas vraiment envie d'être avec quelqu'un puisqu'on n'est pas si mal seul. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, c'est parce que je veux pas souffrir, donc c'est ma peur de ce que je disais tout à l'heure en fait. Et on veut pas souffrir, on veut pas perdre de sa liberté, on veut pas non plus accepter quelqu'un qui va mettre ses objets à des places qui vont envahir notre chez-soi. Enfin, vous voyez. Oui. Et donc je pense qu'il faut vous remettre un petit peu sur le marché de l'amour, si je puis dire, et voir un peu revoir un peu vos exigences, parce que si vraiment vous avez envie par la suite de rencontrer quelqu'un, il est plus que temps de se mettre sur le chemin des rencontres. D'accord, ok. Parce que j'entends pas des peurs réellement
paralysante. J'entends plus sans doute qu'après la séparation avec ce mari qui visiblement était toxique, je pense qu'il y a eu vraiment une incapacité à vous réengager, ça c'est sûr. Mais là, je crois que vous avez un petit peu avancé. Et puis, vous avez confiance dans votre capacité à reconnaître ce qui est bon pour vous ou pas, là où sont les zones de danger. Donc oui, là, c'est vraiment oser. Je m'en rends bien compte. Oui, c'est oser laisser une chance à quelqu'un, oui. Oui, il faut que je me avec l'été qui arrive, que je me lance. Alors, le conseil très concret que je vous donne et que je pourrais donner à toutes celles et ceux d'ailleurs qui ont du mal à rencontrer quelqu'un parce que justement ils mettent la barre trop haut, faites la liste non pas des qualités que vous attendez de l'autre, mais des défauts que vous supporteriez de l'autre. C'est un petit travail très intéressant parce qu'on se rend compte qu'au début, on a bien du mal à en trouver. Et puis finalement, on se dit après tout, si je sais pas quoi, s'il aime la moto, c'est pas très grave. Si il aime le foot, c'est pas très grave. S'il a besoin de sortir tous les samedis soirs avec ses copains, c'est pas très grave. Exactement. Moi, j'ai des copines aussi. Et donc faites une liste, une grande liste de tous les petits défauts qui sont acceptables. Et vous verrez que ça va vous aider à descendre un petit peu les critères d'exigence du futur éventuel partenaire. C'est un bon conseil, parce que vous aviez parlé des cartons rouges, moi je les avais gardés en tête. Ah bah oui, ça m'étonne pas de vous. Alors ça m'étonne pas de vous, Marianne, vous voyez Vous voyez, j'écoute votre émission tout le temps, donc je retiens bien cette nouvelle idée, oui, merci beaucoup. Je vous en prie, Marianne, merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Ariane Calvo est avec nous et je rappelle votre livre L'autonomie émotionnelle aux éditions Robert Laffont, si vous voulez mieux comprendre comment on peut être plus à l'aise avec ses émotions, parce que de toute façon, elles sont là, parfois très souterraines, mais elles sont là. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Brigitte et votre invitée, je vous remercie de m'accueillir. Voilà, donc moi je vais vous parler, je vous suis depuis le début de l'émission, je vais parler de cette notion qui peut être très fréquente, la notion de l'abandon dans le terme amoureux et le terme relationnel. Cette expérience, je l'ai vécue assez forte. Pour ainsi dire, quand je lisais des romans, comme toute littérature autre, ou film à suivre, je me disais, mais quand il y a infidélité, tromperie, mais c'est pas possible, si cela m'arrive un jour, je n'y survivrai pas, tellement que la douleur pouvait être vive. Et bien sûr, la vie vous apprend tant et tant de choses. Je me suis trouvée face à cette situation, c'est-à-dire, je suis donc divorcée, j'ai une 60aine d'années, et divorcée, donc j'ai vu mon vécu, après le divorce aussi, tout à fait relatif. Mais divorcée parce que vous l'avez quitté parce qu'il était infidèle ? Pas du tout. Non. Mon comportement n'était pas du tout correct. Auprès de l'IPL, d'ailleurs, je lui ai demandé de faire tout un travail. Bon, les hommes et le travail personnel, c'est parfois compliqué, qu'il a fini par faire. Bon, ça, c'est notre histoire, c'était pas de cela dont je souhaitais parler. Le cheminement a été amoureux que j'ai fini par rencontrer une personne qui me convient, puisque je suis quand même toujours avec cette personne-là, où tous matchés, mais vraiment à tout niveau, intellectuellement, physiquement, amoureusement, voilà, bon. Et puis, quelqu'un quand même en personnalité assez taiseux. Les hommes, ça parle trop, ou ça parle pas assez. Voilà. Mais cette personne-là, assez fiable toutefois, dans son emploi du temps, tout au moins, me laissant dire qu'il devait être présent pour que nous puissions nous rencontrer. Et cette fois-là, il ne l'était pas. Intuition féminine, peut-être. Mais enfin, je me suis rendue dans les alentours du domicile. Et là, ce que je lisais dans les romans et dans les films, c'est la réalité. C'est-à-dire, je l'ai aperçue en compagnie féminine. Voilà. Là, ça a été une douleur qu'on ne peut imaginer. Cette douleur, justement... ça faisait combien de temps que vous sortiez ensemble quand vous découvrez qu'il a... Pardon ? 6 ans. 6 ans, d'accord. Oui, c'est pas rien. Oui. Voilà, c'est pas rien. Avec une situation de fonction importante, donc gravitant sur 2 grandes villes. Donc nous partagions mon lieu commun, mon lieu de vie à moi-même. Donc je me suis rendu compte que là, effectivement, je vois cette personne accompagnée, donc là je comprends pas, la douleur est telle
que ça me renvoie à énormément de douleurs, peut-être vieilles également. Et là, je laisse partir cette personne et par contre, je lui demande quelques renseignements quand même. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ce que moi j'en ai vécu de cette histoire d'abandon, c'est qu'il m'a fallu vivre réellement, et ça appartient qu'à moi peut-être, c'est quand même douloureux, hein, mais il a fallu que je vive de façon très pragmatique cette rencontre-là pour qu'on vienne à aujourd'hui une relation de couple est repartie encore mieux qu'avant. Parce qu'il y a eu cette douleur qui m'a interpellée, mais pourquoi tu as mal? Je me suis quand même demandé. Mais vous voulez dire que vous vivez finalement avec cet homme? Je vis, une profession lui permet de s'enraciner dans la ville très prochainement, donc cela aide sur l'avenir. Mais nous ne vivons pas sur le toit au quotidien. D'accord, mais vous ne l'avez donc pas quitté. Vous êtes en relation? Pardon, j'ai pas entendu. Vous êtes en relation de couple, même si pas géographique. Oui. Bien sûr, depuis ça fait 7 ans là, puisque l'histoire est arrivée il y a un an. D'accord, donc vous lui avez pardonné? Tout à fait. Alors justement, je disais au départ que c'était un homme taiseux. Il a fallu qu'il y ait ce tsunami pour qu'il puisse exprimer des émotions. Bien sûr, on côtoie un homme que l'on aime, on voit ses regards, on voit ses attentions, sa protection, mais le dire, comme j'ai entendu depuis l'émission, c'est vrai que ça fait du bien. Aussi bien la femme que l'homme. Mais est-ce qu'on pourrait dire, Marie-Laure, que la peur qu'on vous trompe, vous avez vécu ce drame qui vous a terriblement fait souffrir, et puis du coup, vous n'avez plus peur puisque vous savez que vous avez surmonté ça. Hein? Tout à fait. J'ai plus peur. Ça a été, une rencontre, je dirais, de moi-même, me dire pourquoi cela te fait souffrir. Donc j'ai trouvé quand même des racines dans le passé. Je lui ai aussi demandé de s'analyser un petit peu qu'est-ce que cela voulait dire sans jugement. Parce que vous savez très bien qu'un enfant à qui vous dites ne mets pas le doigt dans le pot de confiture, il va le faire. Donc je ne suis pas non plus dans la maîtrise des choses, mais en lui disant mon ressenti de ce que j'avais pu vivre à ce moment-là. Donc une réalité à la fois de qui j'étais, mais par contre, je le dis à tout le monde, homme comme femme, ne jamais se sentir victime de la situation. Ça, c'est très important. Ça nous donne la lucidité de ce que l'on a à vivre pour s'analyser soi. Aller chercher les vraies réponses et du coup avoir l'esprit réel et rationnel pour pouvoir engendrer et rebondir dans la relation tout en écoutant ce que l'autre a à vous dire. Parce que sinon, ce qui est très intéressant dans votre témoignage, Marie-Laure, ça montre que si on en fait quelque chose par rapport à soi, de ce que l'autre nous a fait subir, eh bien, on peut grandir et on peut avancer. Si on accuse l'autre et qu'on en veut à l'autre, c'est intéressant quand même comme votre témoignage. Et je dirais plus parce que ça l'a interrogé. C'est quand même un homme sain. C'est un homme qui est aussi dans l'analyse. Ça l'a aussi interrogé tout ça. Donc, ça aurait pu capoter, c'est-à-dire un homme qui n'est pas très bien sur ses pattes et qui fuit. Il n'y a pas eu de fuite, au contraire, à chaque fois il est revenu. À chaque fois, il a sollicité ouverture, communication, nous discutions, nous échangions. Mais il y a aussi quelque chose que je veux aussi mentionner. Arrêtons avec les rancunes. Parce qu'une fois que les choses sont ouvertes et posées, c'est bon. On passe à autre chose, on vit tout simplement. La notion amoureuse, c'est la notion de la rancœur, de la notion qui vous brise de l'intérieur. Je dirais aussi, c'est la notion du cœur, tout simplement. Si on met ça à la raison, c'est quoi? C'est tout ce que vous voyez à tous les 4 chemins, où la copine vous dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec-là? Claque la porte, laisse-le. Mais non, il y a un cœur qui dit non. Parce qu'il y a un cœur qui veut aussi se construire. J'aurais pu avoir l'homme fuyant. Là, c'était vite réglé. Mais je le savais quand même bien. On ne reste pas avec quelqu'un si on sent qu'il fuit à tout venant. Mais ça a été vraiment une réussite. Et je dirais, encore une fois, la communication, arrêtez de rêver les nanas, là.
Hein, la Belle au bois dormant, les contes, le Chaperon rouge et compagnie. Faut arrêter, Cendrillon. Non, on est des hommes, on est des femmes, on se respecte. Et puis, respectons les hommes aussi. Parce que ça aussi, la femme a été sous un joug pendant longtemps. Elle en a beaucoup souffert, certaines encore, peut-être. Mais je crois que respectons-les autant que nous nous respectons. Et je pense que ça ira bien. Bon, ben voilà un message particulièrement intéressant et une belle manière d'avoir dépassé sa peur. Hein. Ariane Calvo, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure ? Que c'est intéressant de voir ce qui se passe quand on affronte une peur et qu'on se demande plutôt que de se constater, plutôt que de se dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est constater que notre monde s'est écroulé, se dire mais qu'est-ce que je peux en apprendre ? Qu'est-ce que je peux en tirer pour grandir, pour mieux me connaître, pour me dépasser ? Et puis, qu'est-ce que l'autre peut en faire aussi ? Qu'est-ce que je peux lui donner l'opportunité de grandir à partir de ce qu'il m'a fait ou ce que je lui ai fait ? Parce que les virages des couples, ils sont jamais dus à un seul des deux membres du couple. Donc, c'est intéressant de voir que même des souffrances les pires, on peut tirer quelque chose qui nous rend plus heureux et plus confiants. C'est peut-être ça le secret du dépassement de la peur. Sans doute. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le témoignage de Marie-Laure, c'est le petit signe du destin. Hein. Ouais. On va chercher à ce qu'arrive ce qui nous fait le plus peur pour justement résoudre cette fameuse peur qui, alors elle nous l'a pas dit Marie-Laure, mais on imagine bien qu'il y a quelque chose de sa propre histoire qui s'est rejoué et que donc elle a pu dépasser une bonne fois pour toutes. Et vivre, je lui souhaite en tout cas beaucoup de bonheur avec cet homme. Merci beaucoup en tout cas Ariane Calvo, merci à tous et à toutes d'avoir témoigné. Et je rappelle le titre de votre livre, L'autonomie émotionnelle, aux éditions Robert Laffont. Demain on sera avec Philippe Breneau qui est également anthropologue et on va aborder la question de la famille qui aujourd'hui est un petit peu en perte de vitesse. C'est la famille, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un qui ne plaît pas à notre famille? C'est tout ça qu'on verra avec vous aussi, bien sûr. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir.